Ce mois-ci, sur Chibero Telebista, la minoterie Etchegoyen nous ouvre ses portes et nous fait découvrir toute son activité et la farine locale Erico. Visite de l'église de l'hôpital Saint-Blaise, Dominique Uturalt nous amène à la découverte de ce magnifique patrimoine. Et c'est loin de la Soule que nous partons aujourd'hui pour un grand et magnifique voyage à travers la Norvège avec Insa Malarin, une étudiante souletine. 5e génération de meuniers depuis la création des moulins de Soule Etche en 1854, Arnaud Etchegoyen nous raconte l'histoire de cette entreprise familiale et nous invite à découvrir son évolution avec les circuits courts comme la filière Erico Oguilla. L'histoire meunière de la famille Etchegoyen a démarré en 1854 par Pierre Etchegoyen, notre ancêtre. J'en suis le descendant, la 5e génération de meuniers dans la famille. Donc en 1854, l'histoire a démarré à Charritte-de-Bas. Il était meunier du marquis de Charritte, qui avait son château. Son fils, Jean-Louis, a racheté le moulin de Montréal, qui est aujourd'hui au pont des Galeries, c'est la centrale hydroélectrique Etchegoyen. Et ce moulin-là a brûlé juste après la guerre en 1947. Et le moulin, après avoir brûlé, a été réimplanté dans ce bâtiment-ci, au 34 avenue de Belzunce, en 1951. Voilà. Donc pendant 4 ans, il n'y a plus eu d'activité de production. Mon père et mon oncle qui étaient sur le terrain au niveau commercial. Et donc depuis 1951, le moulin tourne ici et l'usine d'aliments du bétail a été créée par la suite en 1953. J'ai intégré la minoterie etchegoyenne en 1995, j'en suis devenu le gérant en 1998. Aujourd'hui, Etche Moulin de Soule, c'est à peu près 2000 tonnes, entre 1800 et 2000 tonnes de farine par an. On l'a distribuée exclusivement en artisanat, en boulangerie artisanale sur le territoire, à peu près à 100-120 km autour du moulin. Voilà, sud des Landes, le 64, le Béarn, la Bigorre et un petit peu côté espagnol. Donc nous sommes depuis le début, depuis 1995, adhérents d'un groupement qui s'appelle Festival des Pins, qui nous aide à la commercialisation et à l'accompagnement de nos clients pour tout ce qui est services de commercialisation, services techniques, formation. Notre famille meunière est implantée en Soule depuis 170 ans, donc il me semblait tout à fait naturel de développer des circuits courts et de réussir à réimplanter du blé au Pays Basque, et également au Béarn. C'est ce que nous avons fait depuis 10 ans avec les filières Erico et Nostépane. Donc l'idée, c'est vraiment d'être déconnecté du marché mondial des céréales et de rémunérer à sa juste valeur le paysan qui cultive son blé. Je suis paysan à Béasque, en Amicoussé, et dans notre exploitation fait 40 hectares. Et depuis une dizaine d'années, on a commencé à faire du blé Erico. Donc, le blé Erico a démarré parce qu'il y avait les deux meuniers du Pays Basque, donc Arnaud Etchegoyen, ont voulu démarrer une filière avec du blé local. Donc au départ, on était 3 paysans et on a fait à peu près une quinzaine d'hectares. Maintenant, on est passé à peu près, on est 15 paysans et on fait à peu près 100 hectares de blé. Alors notre blé, c'est que, déjà c'est local et nous, notre objectif, c'est traiter, pas traiter à tout va, c'est essayer de faire le blé le plus naturellement possible, voilà, comme il se faisait avant. Avant, déjà dans le secteur ici, il y avait pas mal de blé déjà, et avant, les paysans arrivaient à produire du blé sans traiter à outrance. Et donc voilà, on est resté dans cet objectif-là, c'est faire du blé le plus propre possible, quoi. On traite vraiment qu'à vue, quoi. On traite pas, beaucoup traitent le blé en préventif. Au Pays Basque, il y a 135 boulangers. Et dans les 135 boulangers, actuellement, il y a à peu près la moitié, c'est une soixantaine de boulangers qui font du pain Erico. Erico, c'est local. C'est un peu plus cher, mais après, c'est régulier, quoi. Bon, alors moi, je me lève à 3 h le matin, je pétris tous mes spéciaux, je cuis ma viennoiserie, mon ouvrier arrive après, lui, il met au four du produit qu'il a fabriqué de la veille, parce qu'on travaille en pousse lente. Et ensuite de ça, lui, il pétrit pour le lendemain. Demain, par exemple, il va arriver, il va cuire le pain pour mercredi, et il va faire le pain pour vendredi, parce qu'on va
passer en chambre froide sur 48 heures. Donc on a une farine de chez Etche, qui est assez costaud, pas besoin d'améliorant et tout ça. Après, avec la farine de Etche, je fais tout ce qui est spéciaux. C'est moi qui fais mes mélanges. Par exemple, dans mes céréales, moi je rajoute, ils ont un produit croque-fruit, alors dedans il y a des graines de courge, de la pomme, du raisin, fait tout ça. Mais moi je rajoute dedans de la figue, de l'abricot et de la noix. Bon, mais farine Etche, bon, moi j'ai rien à redire. Nos sources d'approvisionnement en blé, hormis les circuits courts qui sont sur le territoire Pays Basque et Béarn, nos blés proviennent de la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, Lot-et-Garonne, exclusivement français. Donc les blés sont acheminés par camion, par semi-remorque, ils sont déversés dans une fosse de réception que vous voyez. Ils sont stockés dans des silos, nous avons 6 silos de 80 tonnes chacun, qui nous permettent d'avoir à peu près un mois de stock tampon pour alimenter le moulin. De cette partie réception et stockage, le blé est repris et il est acheminé par une vis dans un nettoyage. Le nettoyage, le principe du nettoyage, c'est d'éliminer tout ce qui est étranger au grain de blé. Tout ce qui est plus gros, tout ce qui est plus petit, tout ce qui est plus léger, toutes les poussières, tout ce qui est autre, tout ce qui est cailloux, tout ce qui est plus lourd. Une fois que le blé est nettoyé et humidifié, il repose pendant 24 heures dans des boisseaux, dans des silos de blé. De là, il est repris et il passe dans la partie du process la plus importante, c'est la partie mouture. Alors ce sont des cylindres qui tournent en sens inverse et le grain passe à travers et le produit obtenu, qui est un produit assez hétérogène avec des gros produits, des petits produits et de la farine, ces produits-là sont tamisés. Les gros produits sont calibrés et sont acheminés vers une autre machine. Les produits un peu plus fins sont tous calibrés également et envoyés sur une autre machine et ainsi de suite jusqu'à obtenir de la farine. Donc des produits les plus gros jusqu'aux produits les plus fins, c'est-à-dire la farine, nous sommes dans le process de la mouture avec en origine le blé, à la sortie la farine et les issues qui sont le son et le remoulage. Donc tout moulin fonctionne de la même façon, c'est une succession d'étapes de broyage entre les cylindres et de tamisage. On broie, on tamise, on broie, on tamise, du plus gros au plus fin pour obtenir de la farine. La farine est récupérée, elle est stockée et suivant les types de farine que l'on veut fabriquer, on y rajoute des ingrédients pour en améliorer la qualité. Ces farines qui sont stockées dans des silos sont expédiées soit en vrac, soit en sac de 25 kg, exclusivement pour l'artisanat et la boulangerie artisanale ou la biscuiterie artisanale. Nous avons comme client par exemple ici en Soule, la biscuiterie Okina à Ilox. Donc toutes ces farines sont distribuées à peu près à 100 km autour du moulin par notre camion, par nos camions, puisqu'on a une citerne pour le vrac et un camion qui est derrière moi, plateau de 19 tonnes pour la distribution. Nous avons également une deuxième activité sur le site qui a été créée par mon père en 1954, qui est l'alimentation animale. Voyant la baisse de consommation de pain chez les particuliers, mon père a décidé de se diversifier pour écouler les issues, les sous-produits du moulin dans une usine d'aliments du bétail qui a été créée il y a 70 ans. Voilà. Ordinik hemen kabarentako bazka fabrikatzen dit. Oin bai behientako, ardientako, oliuentako, urdentako, pijuentako, zaldientako bai, kabaleuentako bazka egiten dizugu hemen. Hemen otaiko dizugu, ala gentiko hortutzu ben oliuentako zakutxerka, la bestean laboiak hortutzu ben kabarentako zakutxerka, la bestean guk bai kamioaiki, etxaltetan libratzen ditugu guk alimaak. Klientak bat dituzuguk Sibeun, Euskal Herri osun, Kostaldin, Geolandezetan eta Biarnon. On reçoit la matière première et on la vide dans la fosse qui est là. De là, ça passe dans des cellules de stockage qu'on a juste derrière ou au-dessus, ici là.
Des cellules, nous, on envoie tout dans une benne peseuse où on fait nos dosages en fait, de tout ce qui est matière première. De la benne peseuse, on envoie au broyeur. Du broyeur, on mélange toutes les matières premières qui sont broyées. Et du mélangeur, après ça passe directement à la presse. Et de la presse, ça va en cellule d'expédition. Or, soit on envoie en vrac, directement par camion ou en big bag, ou sinon on fait des sacs pour des particuliers qui viennent chercher à coût de 25 kg. L'entreprise Etchegoyen représente aujourd'hui une quinzaine de salariés. Nous recrutons uniquement localement. Pratiquement l'intégralité des salariés sont sous le terrain, avec une implication importante dans l'entreprise, que ce soit pour la partie minoterie et la partie aliments du bétail, et avec une proximité importante avec nos clients artisans ou agriculteurs, grâce à notre site qui est ancré en Soule depuis 170 ans, comme je vous l'ai dit. L'hôpital Saint-Blaise, connu internationalement pour son église romane exceptionnelle, est un des plus petits villages du Pays basque. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'hôpital Saint-Blaise, soyez les bienvenus. C'est un tout petit village de 70 habitants, c'est le plus petit village de Soule et aussi du Pays basque. Et comme dans les autres communes, nous essayons d'améliorer tout d'abord le cadre de vie des habitants, tout en préservant le patrimoine bâti et paysager. L'hôpital Saint-Blaise compte 70 habitants répartis dans 7 quartiers. Quatre exploitations agricoles occupent une grande partie du territoire de la commune, qui s'étend sur 450 hectares. Eh bien, on est 4 exploitations sur l'hôpital Saint-Blaise. On est 3 à avoir des brebis laitières en complément avec des bovins viande. Et l'autre, elle n'a que des bovins viande. Alors les 3, on est livreurs de lait. On livre le lait à la laiterie des Chaumes, à Biodos. Et un de mes voisins transforme une petite partie de son lait à la ferme, quoi. Il a une fromagerie. Oui. Alors les cheptels réunis en bovins, on est autour de 240 vaches. Et en brebis, on est autour d'un millier pour l'ensemble des exploitations. Et bien, je suis le seul à transhumer de la commune. Alors, je transhume et avec les brebis à Saint-Dangras, côté Pierre-Saint-Martin, au plateau des Raissés. Voilà, je monte vers le 20 juin les brebis et elles y restent jusqu'au 20 septembre. On a un groupement pastoral au niveau du Caillolard. Comme on est 11 exploitants, enfin bergers à avoir des brebis là-bas, on fait un tour de garde. Et moi, pour 260 brebis, j'ai 2 fois 8 jours de garde à faire. L'hôpital Saint-Blaise fait partie des lieux qui ont une place dans la mémoire de tous les Basques et Béarnais, que ce soit à l'occasion d'un événement familial, d'une étape gastronomique ou tout simplement d'une visite en passant un jour entre Oloron et Mauléon. Dans ce village, nous avons la chance d'avoir un édifice remarquable qui est entièrement classé au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques. Au cœur du petit bourg, l'église du XIIe siècle est un joyau de l'architecture romane. Elle comporte des éléments d'architecture hispano-mauresque qu'on ne rencontre habituellement qu'au sud des Pyrénées. L'hôpital Saint-Blaise est une étape importante pour les pèlerins de Saint-Jacques et pour beaucoup de randonneurs qui font une halte dans son gîte avant de reprendre le chemin. Depuis des générations, les 2 restaurants, juste à côté de l'église, ont attiré les Basques et les Béarnais. Le pèlerinage de Saint-Blaise attire chaque année beaucoup de monde au début du mois de février.
L'hôpital Saint-Blaise était l'un des seuls villages de Soule à ne pas posséder de fronton. Il en a un maintenant, tout neuf, achevé en 2020. Un sentier d'interprétation fait le tour du village, passant par un moulin communal très ancien qui est en cours de restauration. Un enfant du pays, né à Mouléon, élevé à Ouki, à Chérotte donc, et parti pendant une trentaine d'années à l'extérieur pour exercer ma profession de cavalier professionnel et d'enseignant d'équitation, notamment en Provence. Je suis revenu il y a une dizaine d'années. J'habite maintenant ici même à l'hôpital Saint-Blaise, Moura-Techea. Et puis voilà, j'ai redécouvert ma région de prédilection, et notamment le village où je suis habitant actuellement. L'hôpital Saint-Blaise est situé à un carrefour entre le Béarn et le Pays Basque. C'est quand même, comme tout carrefour, un lieu où les gens s'arrêtent, donc pour les restaurants, s'arrêtent aussi pour visiter l'église. Et puis, il y a une qualité d'accueil de la part des gens du pays qui est extrêmement, comment dire, positive, quoi. Les gens sont adorables ici. La visite de l'église comprend un spectacle son et lumière qui explique son histoire, son architecture et son rôle sur les chemins de Saint-Jacques. Donc le temps fort de cette visite, c'est le spectacle que nous avons réalisé avec les gens du village et qui met en valeur ce patrimoine exceptionnel. Cette visite est ouverte à tous, individuels et groupes. Il est possible de réserver. Le spectacle Son et Lumière est diffusé de Pâques à la Toussaint. Les projections ont lieu toutes les heures de 11h le matin à 18h30 le soir. C'est loin de la Soule, en Norvège, que nous partons voyager avec Insa Malarin, une étudiante souletine. Avec ses deux amis, Insa nous explique son parcours, son magnifique voyage. Cap pour la Norvège. Moi, j'avais toujours voulu voyager un peu et découvrir une nouvelle culture. Et notamment, je voulais améliorer mon anglais. Parce que bon, comme j'étudie la psychologie, quand même, la plupart des articles et tout ça, ils sont en anglais, donc je voulais vraiment être calée sur le sujet. Du coup, j'avais regardé un peu tous les choix possibles en Europe, parce que je voulais pas partir trop loin non plus. Et la Norvège, c'était vraiment le choix un peu idéal, parce qu'au niveau anglais, ils sont exceptionnels. Ils sont vraiment quasiment tous bilingues, surtout au niveau de la nouvelle génération, donc les gens de notre âge. Et en plus, une fois que j'ai regardé quelques photos de la Norvège, c'est bon, le choix était très très vite fait, parce que c'est un pays vraiment magnifique. Et c'est impressionnant. Et du coup, j'ai pu voir tout cet intérêt qu'ils ont pour la nature et tout ça. J'ai pu le voir pendant toutes les randonnées, en parlant avec tous les Norvégiens. Et même dans la ville même où j'étais, à Bergen. Parce que c'est une ville qui est entourée donc de 7 montagnes et qui est surnommée la capitale des fjords. Donc elle est à l'ouest de la Norvège. Et donc ces fjords là, c'est des bras de mer qui arrivent entre les montagnes qui sont parfois très impressionnantes. Et du coup, c'est vraiment un endroit magnifique et c'était un endroit parfait pour faire ma 3e année de licence de psycho. Eta erran baituzu natura izigarri importantzela zuk nola egin duzu naturaz gozatzeko. Ordin, sustut ibilaldik egin zutit. Zenta hoi, haigena duzu, ez deuze kostatzen, zuzu soji gastatzen. Eta ordin errandudan bezala, Bergen 7 mendiz inguatuk duzu. Ordin, ebilaldi hanitz bat utzu, haija eta amini bat gogorago. Ordin hoik egin zutit ni hauk, lagunekin, familiaekin, ebai sumaitaldiz. Eta egin zutit ebai bidaj amini bat luzeaguk. Adibidez, jununtuz lagun batekin Lofoten uharteeta. Eta Lofoten uhartik zinez ezagutu tutzu zigarri egerri zaiteko. Mendi harri-garrik, ondartza harri-garrik ebai.
Eta ordin halako ibilaldik egin zitzuk, adibidez bedeatzu egunez, akampatu dizuk eta bizkarzakiekin etorro. Ordin zinez gaizahan hitz egin zutit gozatzeko. Han norvegiarrak izigarri lotuk behitian natuai. En fait, konstituzionin baduz artikulu bat erraiten din natua denena dena, eta ordin denek gozatzen ardiela, beden justu denek kasu eman behar diela, eta untsa sahatu eta bildu etorro. Eta ordin hoia gaiduz norvegiarrek imintzo zelaik, zenta denak aitutzu ebilten eta juiten hen familietako kaiolar bezalako eta hor kabinak deitzen tienak. Eta ordin bai, zinez agaiduzu badela lotu ahoi eta guk eba ikasle internazionalek gozatu dizugu halgunin bezala. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce que c'est le principe en fait de ces cabines, à quoi elles servent, un peu la mentalité de ces cabines? Alors les cabines, déjà il faut savoir que ça fait partie du domaine public, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'association au niveau national qui s'occupe de toutes les cabines. Il doit y en avoir des milliers en Norvège, vraiment c'est très commun. En plus de ça, la plupart des familles ont leur cabine familiale dans laquelle ils se rejoignent pour faire les repas familiaux comme à Pâques ou pour Noël et tout ça. Donc très souvent elles sont dans les montagnes, parfois au niveau des plages, mais vraiment c'est plutôt pour aller dans les montagnes. Et du coup, pour nous par exemple, quand on allait faire une très longue randonnée en montagne, ça nous arrivait de dormir dans une cabine. Et le principe là-bas, il est à la fois très simple et très étrange parce qu'il est basé entièrement sur la confiance. C'est-à-dire que les lits sont prêts, il y a de la nourriture et tout ça, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, mais il y a toujours une source d'eau proche. Et du coup, en fait, on doit arriver soit avec de la nourriture, soit on en prend dans le garde-manger. Mais au petit matin, quand on repart, on doit écrire dans un registre ce qu'on a utilisé et combien de personnes on était, et on doit payer directement dans une boîte. Donc en fait, rien ne nous empêche de ne pas payer. Mais on a tous eu cette réunion en début d'année où on nous a expliqué ce système et où on nous a dit qu'il marchait parfaitement pour les Norvégiens et que ce serait vraiment dommage de devoir le changer à cause des étudiants internationaux. Donc on a tous respecté ce système-là autant qu'on a pu. Tu parles un peu de la société, comment elle s'organise, mais toi tu t'es senti comment au sein de cette société? Tu as réussi à bien t'intégrer ou ça a été quand même assez compliqué? Voilà, comment tu t'es sociabilisé là-bas? Alors déjà, il faut savoir que moi quand j'y suis partie, je connaissais vraiment personne. Je savais qu'il y avait une personne de l'université que j'avais jamais rencontrée, donc de mon université à Bordeaux qui y allait aussi. Mais je connaissais vraiment donc personne. Par contre, une fois là-bas, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, surtout internationaux, parce que bon, en Erasmus, c'est beaucoup plus simple de se rencontrer, vu qu'on est tous là avec le même objectif, qui est quand même de passer une bonne année, de rencontrer plein de nouvelles personnes. Mais du coup, je voulais quand même rencontrer des Norvégiens. Donc heureusement, dans mon hébergement, j'avais pu trouver une colocation avec 3 Norvégiens. Donc j'ai pu vraiment voir comment ils vivaient un peu au jour le jour. Et j'ai pu voir des habitudes assez étranges, surtout au niveau alimentaire, personnellement. Parce que par exemple, ils prennent leur dîner à 4 h de l'après-midi. J'ai trouvé ça hallucinant, mais bon, pourquoi pas. Heureusement, j'avais pu rentrer dans une association. Et du coup, j'ai pu travailler en cuisine là-bas. Et c'est là que j'ai pu rencontrer le plus d'étudiants norvégiens. Et avec lesquels j'ai pu me lier et participer à des événements traditionnels norvégiens. Comme le 17 mai, par exemple, qui est la fête nationale. Et qui est vraiment un jour mais adulé par tous les Norvégiens. Parce qu'ils s'habillent tous avec leurs habits traditionnels. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls jours où on peut voir les Norvégiens très heureux et très extravertis. Et c'est là l'une des seules fois où ils viendront spontanément vers toi pour te parler. En général, c'est toi qui dois aller vers eux. Donc c'est vraiment au 17 mai et si tu les croises en montagne, il se passe ça. Ou s'ils ont bu aussi, c'est possible. Bizia hain jaiodea. Dena eguneoko bizien denak jaio duzu. Ordin baduzu janhaia, baduzu autobusak, baduzu trenak, hegazkina denak jaio duzu. Eta ordin hortako egintitze gaitza zumait jenten laguntzeko. Adibidez, ikasle guziek, ikasle norvegiar guziek, ez palin batia hen aitetamekin bizi, hilabeteoz batitzie 700 euro hen laguntzeko bizitzen. Ordin, ene hiuk olokek hoi bazizien, bena hau dela, denek hiuek bazizien lan bat, kantin, estudioen kantin.
Ordin, jadanik horrekin ikusten albizi nola kaio den. Eta ordin haitutzu amini bat gaizak kanbiatzen, dena kaio baita egin dudan bezala, energia ebai. Eta ordin otoen aldetik haitutzu gaizen kanbiatzen adibidez oto elektriko bat josten bali maduzie. Ez dutzie habo herri unguko peaja hoik pagatu behar. Eta hau dela bankuek laguntzen zutie halako otoen jostia. Eta bat utzu borna elektrikuk amini bat denetan herri aldin. Zenta herrialdia haiduzu esatzen kanbiatzen eta berdeago bilakatzen. Est-ce que tu aurais un message peut-être aux Souletins qui hésitent un peu, qui ont un peu peur de partir loin autant de temps? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que la veille de mon départ, j'allais dormir et je me suis demandé mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi est-ce que le lendemain j'allais prendre l'avion pour partir dans un endroit que je ne connaissais pas, où je connaissais même personne qui ait jamais été là-bas. Et puis au final ça a été une décision parfaite parce que ça a été une année exceptionnelle, j'ai rencontré des gens de plein de pays, j'ai gardé plein de contacts. Et justement ce fait d'arriver quelque part où personne ne te connaît, c'est très particulier parce que quand je suis repartie, il y avait plein de gens qui me connaissaient. Et du coup, j'avais vraiment l'impression en fait, de m'être construit un peu ma maison, mes petits coins, les endroits où j'allais régulièrement et tout ça. Mais, voilà, c'est un peu mon chez-moi, mais c'est pas le chez-moi des autres gens d'autour. Du coup, je trouvais ça chouette. Et en plus, la Norvège, c'est vraiment un pays magnifique, ça j'ai déjà dit. Les gens, ils sont très très accueillants, ils sont très sympas. Il y a plein de choses à faire et à voir. Et le fait de ne pas comprendre la langue, c'est presque plus attrayant. Parce que du coup, il y a toute une culture dont on n'est pas du tout familier, qui reste à découvrir et ils ont vraiment une histoire très très riche avec les Vikings et tout ça. On en entend de plus en plus parler, donc moi je pense que c'est vraiment le bon moment pour y aller et pour découvrir à quel point c'est un pays magnifique. Eta urrentzeko alduzu eran itzunbait norvegiaz? Norvegiar ez bai preposta. Ordin hanitxe randudan eran aldi bat, zinez hoi me perfektuki erraiten dit, duzu jaiz nakerike nosk. Eta horrek egan nahi dizu, ez dakit norvegiarez mintzatzen. Ordin zigarri jabilgarri duzu. Hala, hadjute bazide, hoi erraiten halduzu hango jantar. Tak, tak, tak. Eta tak, mil esker.